Bon, alors, je m'excuse de mon retard. Je vais essayer de compenser avec plein de dynamisme. Je vais essayer de vous dévoiler quelques secrets aussi que j'ai pas nécessairement le droit de faire, mais qui ne peuvent pas foutre le bordel au Canada. Juste vous donner espoir. Je tiens à remercier Flavia, Adrien, Gabriella, la maman de Flavia. Je tiens à remercier Mélissa, Marinelli, ma femme, qui est ici cachée dans le fond. Elle en profite pour être loin de moi, c'est bon. Je veux saluer nos enfants, les frères et sœurs d'Arthur qui sont ici. On a Henri, Olivia, Samantha, William. Je ne sais pas si Max est là, mais s'il n'est pas là, il sera là une prochaine fois. Je veux saluer mon père aussi qui est là. Michel Tétrault, lève ta main. Bon, qui est là. Mon père qui était jadis espion militaire pour le Canada. Ça fait que si vous voulez parler en morse, en code morse avec lui, il s'en souvient très très bien. Alors, sur ce, je voulais vous saluer. Vous voulez que je commence avec la partie émotive ou la partie politique? Émotive. OK, émotive, c'est dur, ça se peut que je pleure, mais après, je vais passer au punching bag, si vous voulez. Alors, le 8 octobre 2024, une grande tragédie. Tragédie qui a reçu environ 27 millions de vues sur Internet aujourd'hui, partout au Canada, aux États-Unis. Une histoire phénoménale où même des compagnies de cinéma nous appellent pour faire un film. Mais on attend qu'Arthur marche, on se garde une petite gêne pour ensuite accepter de faire un film. C'est l'histoire de notre enfant, Arthur Tétrault, notre petit frère, le petit frère de mes enfants qui sont ici, qui c'est un vrai drame. Le 8 octobre, il faisait 3 degrés Celsius, qui nous a sans doute aidés. Nous avions vendu notre maison à Pierrefonds, sur la rue des Jardins, et les taux d'intérêt étaient élevés, puis on a fait les calculs, puis on dit on va sauver 3 000, 4 000 par mois, puis c'est cher les maisons de 7 chambres à coucher avec 6 enfants, il n'y en a pas beaucoup à Montréal, dans l'ouest de l'île. On a trouvé une bonne affaire, une maison au bord du lac à l'île Bizarre. On sauvait 3 000, 3 500 par mois, ce qui était vraiment intéressant. Puis c'est comme une prémonition. La seule condition que Mélissa et moi, on avait mis dans notre promesse de location, c'était qu'il y ait une clôture autour de la piscine. Et la propriétaire, qui est une avocate en droit immobilier, si on regarde sur le site internet de Maître Rita Méné, M-E-N-N-E-H, pour ne pas la nommer, Rita Méné, M-E-N-N-E-H, elle se décrit comme une experte en droit immobilier. Donc moi, je me suis dit, c'est bon, c'est une avocate, je ne fais pas affaire avec des personnes croches, pas de Hells, pas de mafia, juste du monde droit. Évidemment, quelle ne fut pas notre surprise, on a signé un bail, on a mis aussi cette condition-là, donc cette grande avocate experte en droit immobilier a signé qu'elle acceptait de mettre une clôture autour de la piscine creusée. C'est comme si on le savait, moi et Mélissa. Puis on a poussé fort là-dessus. Puis quand est venue la date, le 1er juin 2024, il n'y avait toujours pas de clôture. On lui a envoyé une mise en demeure. On a appelé Maître Rita Méné. Mais qu'est-ce que vous faites, Rita Méné? On attend la clôture. Puis essentiellement, elle nous a comme laissé croire que dans le fond, il n'y en aurait pas, qu'il n'y avait aucune presse, il n'y avait pas d'urgence à le faire, puis que ça lui coûterait moins cher de se défendre parce qu'elle est avocate que de dépenser 20 000 $ ou 25 000 $ ou 30 000 $ sur une clôture. Nous sommes allés voir l'arrondissement Île-Bizarre-Sainte-Geneviève parce que j'ai été élu jadis à l'Hôtel de Ville de Montréal où j'ai accumulé toutes sortes de menaces parce que j'ai bloqué plusieurs contrats de corruption. On est allé voir le département d'urbanisme de l'île Bizarre qui ont envoyé des mises en demeure à Maître Méné qui, finalement, elle aussi, elle s'est dit, finalement, ils me poursuivront. Puis si j'ai vraiment pas le choix, j'installerai cette clôture-là. Ce qui est vraiment dommage, c'est que autant qu'on veut être parfait tout le temps, c'est difficile avec 6 enfants. Puis des fois, il y a des enfants qui ont des activités parascolaires, puis on fait ce qu'on peut. Personne ne peut être parfait tout le temps. Moi, j'en connais pas, en tout cas. J'ai plein de défauts, mais ça peut vous le confirmer, mes enfants aussi. Donc, cette journée-là, on a retrouvé Arthur qui flottait dans la piscine le soir. Il était sorti par une porte. Sa vie sont vite à 2 ans et demi, ils sont quand même forts. Il avait trouvé le moyen de se lancer dans la piscine. C'est Max qui l'a trouvé, qui flottait sur la piscine. Déjà, c'est un premier miracle parce que les piscines au mois d'octobre, on ne fait pas l'entretien quotidien, étaient noires. Il aurait pu être dans le fond de la piscine,
Puis notre adresse, on la dit tout le temps, c'est public, 5 places des Cageux à l'île Bizarre, un énorme terrain collé sur un parc municipal. Donc l'enfant aurait pu être chez le voisin, aurait pu être dans le parc municipal, aurait pu être dans le lac des Deux-Montagnes, on est juste face à Saint-Eustache. S'il y avait un pont, j'aurais pas été en retard. Mais les infrastructures du Québec, il manque de pont, il manque de tout. Donc, on retrouve Arthur. Une autre prémonition, c'est comme si notre vie avait été un petit peu façonnée, modulée pour qu'un événement qui arrive, on soit prêt pour. Ma mère qui est décédée, Lisette Desrosiers, c'était sa fête le 18 avril, elle aurait eu 82 ans. Décédée en 2014, m'avait forcé quand j'étais jeune, littéralement, à faire des cours de sauveteur national, lifeguard, communément appelé. J'avais pas juste fait une année, j'avais fait 5 années de cours de lifeguard à la piscine Pointe-Claire, qui est très renommée pour leur rigidité et leur excellence académique. Tant et si bien qu'après la 5e année, c'est moi qui enseignais les nouveaux élèves. La respiration artificielle, le CPR, comment on dit ça en français là, quand on fait le massage thoracique? Massage cardiaque, exactement. Donc, quand on a retrouvé Arthur, j'ai su immédiatement quoi faire. Sauf que c'est un choc de voir ton enfant. Puis quand j'ai vu Arthur, puis tous les enfants qui étaient ici, puis je fais attention à ce que je dis, on veut Arthur, c'était pas beau à voir. Sa peau était blanche comme une feuille blanche. Les lèvres étaient noires, les yeux étaient noirs, les doigts étaient noirs. Il n'y avait aucun tonus musculaire. Sa peau était froide. J'ai déjà vu des gens décédés. Je me suis dit, dans le fond de moi-même, pour être honnête, il n'y a aucune chance que cet enfant survive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'aujourd'hui, on met la religion de côté. Ceux qui croient en Dieu, c'est des idiots, c'est juste la business, le Big Bang. On met de côté nos valeurs fondamentales. Mais croyez-moi que si vous trouvez un enfant, un parent, un conjoint dans un état critique, ultra critique ou décédé avec presque aucune chance, la première chose que vous allez faire, à part paniquer ou votre cerveau va aller dans tous les sens, c'est de commencer à prier. Parce que quand ça va vous arriver un jour, on va tous y passer, vous allez tous vous remettre à prier. Vous allez demander, bon Dieu, Jésus, peu importe la religion, vous allez demander, on va regarder ça simple, bon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, pardonnez-moi. Donc, quand j'ai commencé à prendre Arthur dans mes bras, j'ai vu qu'il n'y avait aucun tonus. Donc, j'ai essayé de garder ses épaules pour pas qu'il disloque et tout. Puis là, j'ai donné de l'air dans les poumons, mais l'air ne rentrait pas parce que ses poumons étaient pleins d'eau. Alors, je savais quoi faire. J'ai mis sur le côté, j'ai mis les doigts dans la gorge, j'ai poussé sur la cage thoracique, j'ai extirpé l'eau de ses poumons. Là, j'ai commencé à faire le bouche à bouche. Pauvre petit bébé, puis je priais à chaque seconde. S'il vous plaît, mon Dieu, prenez ma vie en échange, puis sauvez Arthur. Mon père me dira la veille ou le lendemain qu'il a prié, qu'il a demandé aussi au bon Dieu de prendre la vie de mon père pour sauver la vie d'Arthur. Fait que je sais que je vis sur un temps emprunté. Un moment donné, il va dire, c'est fini, Nicolas. Mais en attendant, c'est l'histoire d'un vrai miracle. Fait que là, je donnais le bouche à bouche à Arthur, je chantais le yop qu'il avait bu avant. Puis là, je faisais le massage cardiaque. Mais écoutez, je suis pas petit, là, j'ai fait de la lutte professionnelle, la boxe, du judo, mon père peut vous le dire. Là, j'en ai cassé de la margoulette dans des sports, dans des combats sportifs. Mais Arthur, quand on fait le massage cardiaque, on essaye de ne pas défoncer sa cage thoracique non plus. C'est pas facile, 27 livres, 240 livres. Donc, je faisais tout ce que j'ai pu. Je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis, la beauté, c'est qu'il n'y avait aucun os de brisé, aucune fracture. Donc, les policiers, les pompiers, les ambulanciers sont venus. Ils ont pris la relève. Ma femme, Mélissa, paniquait. Et avec raison. Les enfants paniquaient. Et là, Arthur a été amené à l'hôpital du Lakeshore à Pointe-Claire, où ils ont continué les manœuvres. Arthur n'a pas eu de pouls entre 1h30 et 2h. Pas de pouls. Pas de battement cardiaque. Étrangement, normalement, l'urgence essaie quelques minutes, puis abandonne. Mais Arthur, il est tellement beau, il est tellement charismatique, qu'il a même charmé le personnel ambulancier. Puis le personnel de l'urgence. Ils se sont acharnés sur lui, je ne sais pas combien de temps, Mélissa, je me souviens plus, 1h30.
et ils ont rétabli un pouls. Deuxième miracle, parce qu'il flottait. Les policiers nous ont dit normalement, il serait dans le fond de la piscine, ça aurait été compliqué de le retrouver. Nous, on n'aurait pas su où regarder. Là, ils ont rétabli un pouls après 1h30, 2h. Un vrai miracle. Et il y avait des gens de toutes les religions qui priaient dans le corridor. Chrétiens, musulmans, juifs, hindous. Il n'y a pas de division entre les peuples quand on est devant une tragédie. On pousse tout le temps la division entre les citoyens, mais ça suffit. Tout le monde priait pour notre fils. Puis ils ont fait un miracle. C'était fantastique. Là, après, c'est là que le cauchemar va débuter pour ensuite rebondir vers du positif. Il a été transféré en ambulance sous escorte policière vers l'hôpital Montreal Children. Sainte-Justine était plein, il n'y avait pas de place. Ça ne m'étonne pas que les hôpitaux n'ont pas de place. Et ils l'ont mis dans une ambulance il était intubé avec les appareils de survie, respirateurs artificiels et tout. En pleine randonnée, le système électrique de l'ambulance lâche. Incroyable, non? Ils ont dû couper toute l'électricité, lumière, radio, chauffage, pour pouvoir avoir assez d'électricité, comme on dirait au Québec, avoir assez de courant ou assez de jus pour garder le respirateur d'Arthur fonctionnel dans l'ambulance. Les ambulanciers nous ont dit que ça arrive souvent. Mais des fois, je me demande, elle va où l'argent des Québécois? Puis de l'argent de nos impôts, quand on n'est même pas capable d'avoir des ambulances qui fonctionnent correctement. C'est déjà pas assez qui était mort, qui a ressuscité, que là, il va mourir pour une panne de courant. Mais on a été corrects. Ils sont rendus à moins 10, sans chauffage, sans rien, mais ils ont fait fonctionner les ambulanciers. Ils roulaient avec les fenêtres ouvertes pour empêcher la buée dans le pare-brise. Petit pays du tiers-monde, pas à peu près. Commentaire pas méchant, mais je veux dire, quand on voit le coût des contrats, je reviens là-dessus. Donc, rendu à l'hôpital Montreal Children, bon service, mais après, Mélissa a eu comme une autre intuition, comme une prémonition. Puis l'histoire est pleine de prémonitions. Elle s'est dit, on doit trouver une équipe de médecins ultra spécialisés en noyade, parce qu'elle sentait un peu l'improvisation. Puis moi aussi. Puis c'est notre fils. C'est comme pas le temps d'improviser. C'est notre enfant. Puis là, il respire. Fait que là, ils ont décidé de garder son corps froid pendant une semaine. Une vraie torture. Alors que sa température, il veut réguler sa température, mais il gèle son corps avec des airs climatisés sur lui. Pauvre petit bébé de 27 livres qui vient se noyer, les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Il a froid, il grelotte. Mais il continue à mettre l'air climatisé sur lui. Parce qu'ils disent qu'ils veulent stopper un choc thermique. Peut-être pas. Et là, il commence à le droguer. Arthur, il surrespire le ventilateur. Dès le lendemain, ça veut dire qu'il n'en veut pas de ventilateur. Puis il essaie d'enlever son ventilateur. Mais eux, ils veulent pas. Fait que là, il drogue. Tant si bien qu'après 5 semaines, notre enfant, il est hyper drogué. Il reçoit de 20 à 30 fois la dose d'un adulte de plusieurs drogues, dont le Valium, à 27 livres. Un adulte comme mon père, de 220 livres, qui se disloque une épaule, c'est ce qui fait le plus mal à l'urgence. On va lui donner jusqu'à 10 mg de Valium. Mais Arthur en recevait 50 à 27 livres. Faut-tu être débile? On a eu on filmait tout, on prenait des photos de tous les dossiers, puis on envoyait ça à notre équipe de médecins spécialisés en noyade aux États-Unis, qui ont tout vu, qui disaient « Qu'est-ce qui se passe? » Puis ils essayaient d'appeler l'hôpital Montreal Children, vous disaient « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Il faut que l'enfant est en hyperbare dans les premières 48 heures. S'il va, il va marcher, puis il va être correct. » J'ai appelé le ministre, j'ai appelé le sous-ministre, j'ai appelé le premier ministre du Québec, 418-643-5321 son téléphone, 1000 fois, pas un retour d'appel. J'ai fait 4 élections, j'ai été élu, je suis pas le bon Dieu, mais je suis pas le ticoun du village. Personne te rappelle. Sacré-Cœur t'appelle pas, ils ont des chambres hyperbares. L'hôpital de Lévis te rappelle pas. Le centre hyperbar, les cours Mont-Royal refusent de prendre Arthur. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde notre fils qui est en déclin, qui est surdrogué. On appelle nos amis. J'ai une chance qu'on a des amis puissants. On a eu l'aide du Service canadien du renseignement de sécurité. On ne veut pas le dire, ils ne veulent pas qu'on les remercie. Mais moi, je vais les remercier jusqu'à ma mort. Les services secrets canadiens, 1 milliard de merci. Ils nous ont aidés comme jamais.
merci beaucoup. Je ne peux pas les nommer, mais merci beaucoup. Tous les autres gens qui nous ont aidés, nos amis, nos proches, merci infiniment. Là, on a réussi, on s'est fait dire après 5 semaines, qui refusent toute recommandation de Mélissa et de nos médecins, qu'un comité d'éthique et de moralité de l'hôpital, excusez la film de chose, un comité d'éthique et de moralité de l'hôpital, qui est en fait composé d'autres médecins qui travaillent dans le même hôpital. Écoutez, il n'y a aucune indépendance entre ce comité d'éthique et de moralité. Vient dire à Mélissa et moi, après 5 semaines, qu'ils ont décidé unilatéralement, sans notre consentement, de stopper, d'arrêter de prodiguer des soins de survie à notre fils Arthur, qui va être débranché le 29 novembre 2024 et de préparer les funérailles. Je ne sais pas si vous savez, pour des parents qui ont vu un enfant mort, qui a survécu, qu'on a une équipe de médecins qui se croient meilleurs que nous, qui disent qu'on refuse les conseils des ultra-spécialistes américains parce que les Canadiens n'ont pas besoin de conseils des Américains, comme si c'est le temps de faire de la politique. Moi, il me semble, quand j'ai la meilleure équipe au monde qui m'appelle, ou une des meilleures, je vais avoir une petite gêne, un peu d'humilité, puis je vais prendre le coup de fil, je vais répondre aux emails. Non, on n'est pas... Il faut vraiment péter plus haut que le trou, là. Vraiment être plein de soi-même. Fait que là, Mélissa et moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment eu envie de commettre un acte criminel. Vraiment, vraiment. Ça fait 2 secondes avant que je les tue, que je les démolisse, puis que je les lance en dehors de l'hôpital du 5e étage, je ne me souviens plus du 6e. Mélissa l'a vu tout de suite, elle a dit sors. J'allais vraiment les démolir. Parce que c'est comme une arrogance. C'est votre enfant, on vient de le sauver. C'est pas comme ça fait 5 ans qu'il traîne dans l'hôpital avec des services à coûter une fortune, là. Nous, on voit qu'à chaque jour, ils refusent tout, puis là, ils veulent le débrancher. En plus, qu'on a eu la gentillesse d'avoir, je vais le nommer, Dr. Pierre Marois de Sainte-Justine, qui est venu, qui a dit qu'il n'a jamais vu un enfant aussi drogué de sa vie. Il l'a dit même dans la presse. Parce que les médecins au Québec, c'est l'omerta. Ceux qui ne savent pas la définition de ce mot italien ou latin, omerta, la loi du silence. On ne parle pas entre les collègues. Mais c'est quoi cette espèce de pays du tiers-monde-là? Alors il est venu, puis il a dit, puis il essayait de négocier pour nous. Écoutez, l'enfant est surdrogué. Vous ne pouvez pas, d'aucune façon, évaluer sa condition neurologique et d'intelligence quand vous lui donnez 20 fois à 25 fois la dose d'un adulte. N'importe qui d'entre vous qui receviez la moitié de cette dose-là, vous seriez comateux sur un lit. Il nous disait à Mélissa et moi que son diaphragme ne fonctionne plus. Mais c'est vous qui le faites plus fonctionner parce que quand on surdrogue quelqu'un, on s'attaque au système nerveux central et on obtient l'effet secondaire du médicament. Ça ne prend pas la tête à Papineau. Vieille expression québécoise. C'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Mais eux, ils ne comprennent pas ça. Dans toute leur intelligence et leur sagesse, à l'unité des soins intensifs du Montreal Children. On est allé d'une aberration à une autre et tout est documenté. Alors, avec l'aide du Service canadien du renseignement de sécurité, de tous les gens et du fait que j'ai des millions de vues sur Internet, que j'ai fait 4 élections, que j'ai été élu, que j'ai été conseiller d'un ancien premier ministre, l'hôpital a commencé à avoir peur. Parce que je vais tous vous poursuivre individuellement. Là, ils nous ont donné une période de grâce. Ils sont très généreux. À Mélissa et moi, de 14 jours pour sortir Arthur de l'hôpital. Nous, on s'est dit, Mélissa et moi, on va engager nos propres médecins en attendant qu'on trouve une place. On va louer les équipements. On va le garder chez nous ou dans une clinique privée. La réponse de l'hôpital Montreal Children, c'est non. Il doit aller absolument dans un hôpital. Fait que là, on appelle les hôpitaux, on en trouve un à Toronto. Mais c'est la même loi du silence entre les médecins, même si la santé est gérée de façon provinciale. Quand on a parlé à l'hôpital de Toronto, qui était prêt à prendre Arthur, mais là, ils ont parlé, l'hôpital s'en est mêlé. Fait que l'hôpital Montreal Children a démoli le dossier et les chances d'Arthur de survie. À chaque appel qu'on faisait, ils démolissaient et démonisaient les parents et le dossier d'Arthur. Personne ne voulait nous prendre. Il a fallu qu'on utilise d'autres contacts, je vais le nommer parce que je le remercie, Jean-François Soulard de Brossard, probablement un agent double, on lui dit merci infiniment, qui nous a mis en contact avec un monsieur de Washington,
Ford Graham. Je vais le nommer parce que je le remercie du fond du cœur. Grâce à ces deux personnes-là, ils nous ont ouvert les portes d'un hôpital en Louisiane, en banlieue New Orleans, Ochsner Hospital, que je remercie du fond du cœur. Un hôpital incroyable en Nouvelle-France. C'est drôle, c'est paradoxal. Et la beauté, c'est que comme par hasard, ils nous ont trouvé un hôpital dans la même ville que les médecins spécialisés en noyade. Un vrai miracle. Et quand on a eu ça, on avait quelques jours pour trouver l'argent, trouver un avion ambulance avec tous les équipements, les médecins, des ambulanciers privés. Et on a trouvé l'argent, on a appelé notre courtier. J'avais acheté un appartement à chacun de nos 6 enfants. Puis il y en avait un pour moi, puis Mélissa pour nos vieux jours. On en a mis 2 à vendre tout de suite avec un gros rabais parce qu'on avait besoin de l'argent en 7 jours maximum. Sinon, Arthur, il allait le débrancher. C'est fou, là. Fait que juste en vendant les appartements, on a perdu une tonne, on s'en fout parce qu'on a été capable de noliser un avion ambulance avec tous les équipements qui est venu de la Floride, de Clearwater en Floride, venir chercher Arthur pour l'amener en Nouvelle-Orléans. Mais on a eu un autre cadeau du bon Dieu. Puis là, on remercie le gouvernement canadien, encore le SCRS. On remercie les militaires américains. On remercie les militaires canadiens. Papa, peut-être ça a aidé ton ancien CV de militaire, d'espion militaire. Merci. Alors, on a eu une belle surprise. Les ambulanciers qui sont venus chercher Arthur, c'était deux gars de l'armée canadienne avec une ambulance prototype. On a toutes les photos, on garde tout pour un film. Une ambulance qui n'avait pas de chance de manquer d'électricité en se rendant à l'aéroport. Et on a eu une autre surprise. Tout le personnel de l'avion médical, c'était l'armée américaine. Wow. C'est l'armée américaine. C'est comme un film, j'ai les photos, les badges, les drapeaux. Notre ambulancier américain, Spirit, tous des militaires, là. La médecin, c'est une militaire. Écoutez, ils ont pris le contrôle de l'hôpital. Ils avaient les plans. Hein? Ils sont sortis de l'ambulance. Ils savaient les noms des médecins, des ambulanciers par cœur. Ils connaissaient les visages. Ils savaient exactement le plan d'hôpital. Ils savaient exactement dans quelle chambre Arthur était. On n'a eu rien à leur montrer. C'est exactement une préparation incroyable. Quand les militaires, quand les médecins ont vu que c'était l'armée américaine, les 4 médecins sont allés se cacher dans leur bureau. C'est pas une joke, Madame Mélissa, elle est ici. Il y a un seul médecin qui est resté, qui avait été gentil avec nous tout le long. Puis les infirmiers sont restés dans le corridor. Puis même un des plus, qui est double face, il a été vraiment gentil. Il a été têteux avec l'armée américaine parce qu'il savait qu'il avait participé à une opération qui était délicate, je vais être poli. Et à tous les jours, on nous parlait de donner les organes en passant à cet hôpital-là. À tous les jours, tout le monde se liguait pour nous dire qu'il faut donner les organes d'Arthur. Comme un vrai mantra, comme une secte. Mais ça fait partie de la game. J'imagine que dans plusieurs cas, c'est bon de donner les organes. Mais quand ça fait juste une semaine ou deux, puis que les médecins américains disent, ben voyons, il va survivre, l'enfant, on a traité des cas bien pires, on se demande plein de questions. Fait que l'Arthur est arrivé, il est parti de l'hôpital, on remercie l'armée américaine, on remercie l'armée canadienne, c'est un vrai film. Quand il est arrivé à l'aéroport, imaginez-vous, vous savez, pour ceux qui savent, un avion médical, priorité sur tous les avions, une urgence médicale. Fait que les militaires savaient, parce qu'ils savent tout, l'avion en avant d'eux, c'était François Legault. C'est pas une farce, hein. On peut vérifier sur la date, l'heure de notre départ. Tout est marqué, là. C'est pas une théorie, c'est pas pour vous faire rire. Fait que l'armée américaine, ce qu'ils ont fait, ils sont passés en avant, ils ont exercé le droit, puis ils ont fait chier, comme un pied de nez. Ils ont parqué l'avion une couple de minutes, puis ils ont bloqué le premier ministre du Québec. Puis là, tout le monde est allé à la toilette, puis après, ils sont partis. Yes. C'est un vrai pied de nez. Mais ils savent tout, hein. Pensez qu'ils sont stupides, qu'ils savent pas, là, ils savent tout. Quand vient le moment, là, ils jouent pas à l'imbécile, ils savent absolument tout. Fait que là, Arthur est arrivé à New Orleans. L'hôpital de New Orleans et la compagnie médicale avaient reçu des dossiers caviardés du Montreal Children, où plein d'informations étaient cachées. Caviardées, là, c'est des lettres, c'est des feuilles avec du noir dessus, avec plein d'informations cachées. Ils avaient dit à Mélissa, ton fils respirera plus jamais. Il respirait parfaitement. Ils disaient, mais il était surdrogué. Ton fils, notre fils, Arthur, ils ont dit que le diaphragme était paralysé. Il n'y avait aucune paralysie. Il était juste hyper drogué. Et là, Arthur s'est mis à aller de mieux en mieux.
Et ils ont écouté ce que l'équipe médicale d'experts de leur propre ville, mais qui ne travaillait pas pour l'hôpital. On a vu la plus belle concertation entre Paul G. Harsh puis son équipe, puis tous les patrons de l'hôpital du côté médical. On a eu un service incroyable. En 5 semaines, ils ont réussi à sauver tous les enfants aux soins intensifs là-bas. On va dire que c'est peut-être le fruit du hasard, peut-être, on ne sait pas. Mais on a vu plusieurs enfants mourir lorsqu'on était 6 semaines au Montreal Children. Ça peut arriver que c'est pire. Mais je pense, et je veux juste garder ça, que les pertes, les coupures budgétaires font vraiment mal aux hôpitaux. Quand on coupe 1,2 milliard, 1200 millions de dollars, puis on ose dire à la population que ça n'affectera pas les soins de santé, on a un véritable problème. Je voulais juste terminer sur l'histoire d'Arthur rapidement, puis je vais aller sur le volet politique. Donc, après 5 semaines, Arthur est sorti de l'hôpital Montréal, de l'hôpital Ochsner en Nouvelle-Orléans. On aurait pu le sortir après 2 semaines, mais il était extrêmement drogué. Avec 14 médicaments, c'est impossible à gérer. Et si on enlevait des médicaments trop rapidement, il pouvait avoir un infarctus, ce qu'on ne voulait absolument pas de toute évidence. Fait qu'on avait 3 pharmaciens qui ont tenté de remplacer des drogues pour justement réduire d'une drogue plus forte à une moins forte. Et quand Mélissa est sortie avec Arthur, il prenait 8 médicaments, ce qui est déjà extrêmement impossible à gérer. Après, on l'a envoyé dans la ville de Monterey, où on a eu de l'aide de beaucoup de gens. Et Arthur est toujours dans la ville de Monterey, en comment on appelle ça? À Nuevo León, au Mexique. Et Arthur s'améliore. Il a dit maman 3 fois. Il respire par lui-même. Il n'y a aucune paralysie. Il commence à lever ses bras. Il tourne sa tête. Il rit. Il reconnaît les épisodes qu'il trouvait drôles dans des films avant sa noyade. Donc, c'est vraiment bien de le voir rire aux mêmes endroits, de reconnaître ses chansons, de reconnaître ses parents. Et à Montréal, à l'hôpital Montreal Children, il nous disait que le neurologue en chef, Sam Chemi, qui s'appelle le patron du département des soins intensifs pédiatriques, qu'un cerveau, ça ne se répare pas. Bizarre, non? Tandis qu'à Ochsner Hospital, qui est affilié aux hôpitaux MD Henderson, qui est un réseau d'hôpitaux extrêmement prestigieux aux États-Unis, nous ont dit qu'un cerveau d'enfant, ça se répare naturellement en partant, que le cerveau ne demeure pas statique quand tu as 2 ans et demi, 3 ans et demi, et que même le lobe frontal du cerveau va jusqu'à l'âge de 30 ans, va évoluer et jusqu'à sa pleine maturité à l'âge de 30 ans. Donc, aussi, on a été étonnés, Mélissa et moi, de voir que les neurologues américains sont très ouverts aux vitamines. Hein, quand on parle de vitamines au Québec, là, on peut avoir des amendes, puis les médecins n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur de l'ordre établi. Mais là-bas, ils nous ont dit clairement, vous devriez prendre de la spiruline pour le cerveau. C'est reconnu sur le site nih.gov, le site du gouvernement américain qui ça aide à réparer le cerveau. Vous devriez prendre la vitamine C, puis c'est marqué sur les sites du gouvernement, ça aide à réparer le cerveau. Vous devriez prendre l'oméga 3, ben ça aide à réparer le cerveau. Créatine, ça aide à réparer le cerveau. Toutes des choses interdites à dire au Québec. Mais dans quelle espèce de monde on vit où les médecins, la population ne peuvent plus parler? Moi, quand j'étais au secondaire, on m'a appris dans mes cours de biologie que quand on a une infection, que prendre la vitamine C, ben ça a des effets. Ça a des effets comme un peu les antibiotiques, ça nous aide à se débarrasser de nos infections. Je l'ai appris à l'école. Là, à 51 ans, j'aurais plus le droit de le dire sur Internet. Je pourrais avoir une amende pour avoir dit quelque chose qu'on nous a enseigné. Un pays qui a une charte des droits et libertés, puis une province qui a aussi une charte des droits et libertés, ne doit pas bloquer la population de s'exprimer. Si quelque chose fonctionne, ben ça fonctionne. C'est comme l'hyperbare. Dans toutes les bases navales, il y en a de l'hyperbare. Ça fonctionne pour les militaires. Pourquoi la population civile n'aurait pas le droit? Alors, la mission de Mélissa et moi, c'est que l'hyperbare a joué un énorme rôle dans le rétablissement d'Arthur. Et c'est le seul outil qui fonctionne quand un enfant ou un adulte se noie. Dans les 24, idéalement, ou 48 heures maximum, quelqu'un qui se noie doit aller tout de suite en hyperbare à basse ou à haute pression. Alors ça, c'est notre histoire. Maintenant, sur le point de vue positif.
On a décidé, envers et contre tous, d'ouvrir des centres hyperbares, de démocratiser l'accès à ces soins-là où nous, on n'en avait pas. On a dû vendre tout ce qu'on avait pour sauver la vie de notre enfant. Puis ça ne me dérange pas tant que gérer la santé, puis que le bon Dieu va être là, je vais travailler fort. Puis on se refera ou pas, mais tant que les enfants peuvent manger et avoir un toit sur la tête. Donc, on a ouvert des centres hyperbares. C'est sûr que ça dérange Santé Canada. Santé Canada qui... Il ne faut pas se cacher que j'essaie de calmer les tensions entre moi et Santé Canada. J'ai quand même une bonne relation avec le Collège des médecins, malgré tout. Et je remercie quand même le Collège des médecins. À date, Marc Legault aussi, qui est très gentil du Collège des médecins, un ancien de la Gendarmerie royale du Canada. Ce qui nous aide un peu dans nos relations, c'est qu'on a plein d'amis en commun. Des amis dans les services secrets, puis un peu à la GRC aussi. Et lui, il est de la GRC. On a nommé comme directeur général des centres Arthur Tétrault Bruno Coutu. Son père est de la GRC, son frère est de la GRC. Donc, ça nous aide dans les relations. On a nommé 4 médecins sur le conseil d'administration des centres Arthur Tétrault. Ça va être annoncé. 2 médecins américains extrêmement connus. Toi, tu en connais un. Tu y as parlé au téléphone. Ma femme les connaît tous. Et on en a 2 Canadiens très, très connus. On en a 4 à date qui joignent à nous, qui osent parler contre l'ordre établi. La beauté de notre histoire, c'est que aux États-Unis, je vais me dépêcher, je fais des discours avec l'équivalent de Santé Canada sur la scène. La Food and Drug Administration, la FDA américaine, et moi, on partage la scène. Or, c'est le monde à l'envers, l'expression « nul n'est prophète en son pays ». Ça arrive parfois, mais des fois, ça prend du temps à changer les habitudes. Mais aux États-Unis, nous avons une reconnaissance énorme. Les avocats des centres Arthur Tétrault sont, comme par hasard, des avocats de l'armée américaine en Nouvelle-Orléans. On est vraiment solide, on est bien protégé et on a des appuis internationaux. En mai, je rencontre la famille royale de Bahreïn qui veulent investir ou participer directement ou indirectement dans les centres Arthur Tétrault. J'ai rencontré la princesse de Bahreïn. Vous pouvez aller voir sur Facebook. On ne peut pas faker ça. À son anniversaire de 30 ans, il y avait 15 Occidentaux qui étaient invités et j'en faisais partie. J'ai été nommé sur le conseil d'administration du Africa Economic Forum. Écoutez, je suis le seul non-africain sur le conseil d'administration de tous les pays de l'Afrique. Donc, on est en train de forcer un changement planétaire, pas juste au Québec. C'est pour ça que je pars à l'étranger, parce qu'on a besoin de cette reconnaissance aussi à l'étranger pour forcer la main du gouvernement canadien qui voit qu'ils sont les seuls à errer dans leur marasme. Et ce que je voulais dire, c'est que je veux que vous compreniez là, que Santé Canada, le Canada est le seul pays de la planète, c'est pas une farce là, qui bloque la vente de chambres hyperbares à basse pression. Même la France, qui a la réglementation la plus compliquée de l'univers, permet la vente de chambres hyperbares à basse pression. Et ça, cette interdiction-là, elle est venue pendant l'époque de Justin Trudeau. On se demandera pourquoi. Une des premières choses que j'ai appris à l'Université de Montréal, c'est que les 3 groupes qui influencent le plus la politique au Canada, c'est le lobby, le groupement de l'industrie pharmaceutique, numéro 1, les grandes banques et les assurances. Ces 3 joueurs-là donnent plus que le 2/3 de tout l'argent du lobbying au Canada. On se demande après pourquoi il y a autant de restrictions, pourquoi qu'on ne peut pas dire que l'oméga 3 c'est bon, alors que les médecins américains disent, qu'on ne peut pas dire que la spiruline c'est bon pour le cerveau, l'Alzheimer, Parkinson, démence, alors que les Américains le disent, paralysie cérébrale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de parler? C'est un droit fondamental prévu dans la Constitution canadienne et dans la Charte des droits et libertés. Et la première chose qu'on apprend, c'est que cette charte-là a préséance, a prédominance sur toutes les lois ridicules qui peuvent voter à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes. C'est pour ça que j'ai dit clairement que si Santé Canada veut m'affronter, moi je connais les squelettes dans leur placard, je vais les exposer et je vais aller m'exprimer devant un juge, puis qui attache leur truc. Parce que si on va en cours, même si les juges sont des nominations politiques partisanes, ceux qui m'appuient sont aussi puissants que Santé Canada, sinon bien plus. Alors qu'ils attachent leur truc. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être des bons joueurs. À tous les jours, je vais remercier Santé Canada, que je remercie, pour leur grand support et appui. Je vais
remercier le Collège des médecins parce qu'à date, vraiment, ça va bien. Je pense que le fruit est mûr. Ce qui n'existait pas il y a 15-20 ans, c'est la facilité d'interagir, de l'accès à l'information avec les médias sociaux. Vous me dites que oui, il y a de la propagande, mais il y a aussi de la propagande dans les médias traditionnels. Comme si on était le plus meilleur pays du monde, comme disait Jean Chrétien. Hein? Nous sommes le plus meilleur pays du monde. Quel Français remarquable. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut communiquer. Puis, même si on veut nous empêcher de communiquer, on n'y arrivera pas. Parce que, à un certain moment donné, vous tous, vous avez une obligation, pas juste envers moi. Vous n'en avez aucune envers moi, envers vous-même, envers le bon Dieu, envers vos enfants, vos cousins. Si vous savez qu'on vous impose quelque chose qui n'a pas d'allure, bien, parlez. Je ne serai pas toujours là, il en faut du monde. Il faut que les gens prennent leur parole. Prennent la parole. Alors, sur ce, je vais juste vous nommer quelques innovations très avant-gardistes que j'ai eues lors de mon séjour à Washington et quelques visites de quelques villes dont je ne peux pas nommer. Mais je vais vous parler de la technologie médicale qui s'en vient. Alors, à Washington, la semaine passée, technologie d'avenir, je vous le dis, 10 ans avant que ça sorte aux États-Unis, puis probablement 20 ans avant que ça sorte au Québec. Si on prend une photo de madame, par exemple, juste une photo, avec une photo aujourd'hui, je peux identifier 15 maladies, je peux déterminer votre pression sanguine, votre température corporelle et plein d'autres indicateurs. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a développé la même technologie. Je dis des secrets, OK? Mais ce n'est pas des secrets de sécurité vraiment importants. C'est pour vous donner espoir. Vous allez devant un miroir, la technologie d'Arabie Saoudite, vous regardez dans le miroir 2 secondes. Même chose, ils peuvent déterminer 15 à 17 maladies, puis les mêmes principaux signes vitaux. C'est quand même impressionnant. Alors là, on va dans le plus impressionnant. Imaginez-vous donc si madame parle, dites j'aime les centres Arthur Tétrault. I like the centers of Arthur Tétrault. I love you too, and we love these centers. So if you talk, juste en parlant, on peut déterminer 23 maladies en analysant votre voix. La présence de 23 maladies en analysant votre voix. Et ça jouit d'un fast track avec la Food and Drug Administration qui secrètement est en train d'évaluer ça. Parce que les ramifications sont pour nous la santé. Mais imaginez-vous, hypothétiquement, qu'on veuille recueillir de l'information sur des gens, qu'on trouve cette enregistreuse, vous parlez au douanier qui enregistre votre voix, ou on prend votre photo à la douane dans les aéroports et on recueille vos principaux signes vitaux. Combien ça vaut toute cette information-là sur vous? Mais moi, évidemment, ce n'est pas mon domaine. Moi, c'est la santé. On a aussi, j'ai rencontré le docteur David Schwegman à Atlanta la semaine passée, où il y a 10 jours. Il est propriétaire de 3 centres hyperbares médicaux. Il est médecin. Et avec l'hyperbare, je termine là-dessus, le cancer. Hein, il y a une montée fulgurante de cancer. Lots of cancers. I'll translate everything for you in English afterwards. We understand everything. OK, parfait. Excellent. Il y a une montée fulgurante de cancer. Donc, ce qu'on fait souvent dans la recherche médicale, on prend des rats ou des souris, parce que dans 95% des cas, quand on fait des tests à peu près sur des rats ou des souris, les mêmes résultats vont se retrouver chez l'humain. Quand même impressionnant. Fait que là, des médecins de Californie, l'Université de Californie, ont fait une recherche sur ils ont injecté des cancers ultra agressifs. J'ai utilisé la semaine dernière l'expression turbo-cancer. Il y en a qui n'ont pas aimé ça. Donc, je n'utiliserai pas l'expression turbo-cancer pour définir des cancers très agressifs, même si cette expression exprime bien ce que c'est. Donc, ils ont ingéré ça dans des souris qui ont développé des cancers puis qui mouraient. Donc, ils ont testé 2 choses. En mettant de l'hyperbare sur les souris, on voit qu'il y a une hausse de l'espérance de vie énorme, que le cancer est réduit plus que 60%. Quand on change la diète de la souris, qu'on élimine toute forme de sucre et qu'on fait une diète en kétose, comment on dit ça en français? Cétogène. Merci beaucoup. Où l'animal, la souris, se nourrit de gras et essentiellement de protéines, sans présence de sucre, même des bons sucres. Il y a une réduction aussi d'environ 60% du cancer. Et quand on fait l'hyperbare avec une alimentation où il n'y a plus de sucre du tout, riche en gras animal de qualité, puis en protéines et en, je sais pas moi, comment tu appelles ça, des noix de toutes sortes, etc. Des protéines et
on trouve une réduction de une augmentation de l'espérance de vie de 78%. Ça veut dire que sans médication, juste avec une nutrition incroyable, avec l'hyperbare, il y a 78% d'espérance de vie de plus. Si, mettons, vous avez 8 ans d'espérance de vie que votre cancer, puis on vous monte à 12 ou 13, en meilleure santé, combien ça vaut, ça? Même si je vous avais donné 5 ou 10% de plus d'espérance de vie, puis vous avez le cancer, vous allez le prendre, non? Et ça, c'est juste avec 1 heure par jour d'hyperbare. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'après cette étude-là, ding, 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 le téléphone sonne. Qui m'appelle? L'hôpital juif de Montréal, faculté d'oncologie. Le patron d'oncologie lui-même qui m'appelle. Il dit, Monsieur Tétrault. Je dis, oui, ici Gérald Baptiste. Bonjour, Monsieur Baptiste. Il dit, l'hôpital juif de Montréal, ma faculté d'oncologie, et l'université McGill, faculté de médecine, les deux. On veut signer une entente de recherche avec les centres Arthur Tétrault. J'écoute avec grand plaisir. Parlez-moi, Dr. Baptiste. Et là, on s'est entendu pour tester notre prémisse, c'est que l'hyperbare va faire 2 choses. Va augmenter drastiquement l'efficacité de l'hormonothérapie, va augmenter drastiquement, incroyablement plus l'efficacité de la chimiothérapie parce qu'il y a des tumeurs très résistantes et les médicaments ne se rendent pas. L'hyperbare va forcer les médicaments à rentrer, à s'intégrer dans les tumeurs et à dissoudre aussi les métastases. Et va enlever l'inflammation. On voit souvent les gens qui prennent du cancer sont tout inflammés. Va faciliter grandement l'absorption du cancer. Donc ça, c'est la prémisse. Donc les centres Arthur Tétrault sont en train de construire une chambre hyperbare identique à celle que vous voyez là-bas, plus petite, avec plus de boucles de sécurité, où on va monter la pression jusqu'à 2,5 atmosphères. On va mettre des fenêtres plus petites, puis on va pouvoir tester tous les niveaux. 1 atmosphère, 1 ATA, c'est le même niveau de pression atmosphérique, puis on va monter 1, 1.1, 1.2 jusqu'à 2.5, puis on va voir qu'est-ce qui est le plus efficace sur le cancer. Et cette étude-là est venue de 2 ou 3 patients, parce que les médecins commencent à comprendre, même si on ne leur apprend pas au Québec, malheureusement, dans les universités, puis j'en veux pas aux médecins, ils n'ont pas appris c'est quoi l'hyperbare. Ils pensent que c'est quelque chose de magique, mais ça fait 100 ans que ça existe. La Chine utilise ça dans 80 conditions médicales. Le Japon, 50. Et nous, on est vraiment un peu en retard. Donc, notre prémisse, c'est ça. On construit la machine et si ça fonctionne, ben, on va pouvoir aider à accroître la survie, l'efficacité des gens. On avait une patiente, j'ai la vidéo, je vais la mettre en ligne avec son accord. Je vais avoir son accord. Elle a 37 ans, elle avait un cancer du sein métastatique. Elle avait des métastases partout, puis une métastase qui grugeait sa colonne. Et les médecins à l'hôpital juif ils ont dit, écoutez, vous avez 1 mois à vivre, 2 mois, essayez de profiter de la vie, ou essayez peut-être l'hyperbare, c'est peut-être la seule chose qui pourrait vous aider. Puis elle n'avait rien, elle ne pouvait plus marcher plus que 200 pieds. Puis elle est allée se coucher 5 heures, 6 heures dans la chambre hyperbare pendant 1 an et demi, minimum 2 heures par jour, puis elle n'a plus de cancer aujourd'hui. Elle avait des métastases partout, des tumeurs partout, il restait 2 mois à vivre à l'hôpital juif. Et c'est une dame d'Ottawa, de Gatineau. Donc, suite à tous ces succès-là, l'hôpital a dit 1 plus 1 plus 1, plus l'étude de Californie, on y va. Et le timing est bon parce qu'il y a des coupures massives dans le système de santé et la population se réveille. Et il y a eu même une fronde des médecins contre le Collège des médecins. Donc, le fruit est mûr pour que tout le monde, on travaille de façon non radicale. Moi, je mets de l'eau dans mon vin. J'essaie de calmer ma femme italienne, qui est plus difficile à calmer. Non, elle est très correcte. Puis on essaie tous de travailler main dans la main, de stopper la division. Puis, on espère tous qu'un Québec meilleur s'en vient, un Canada meilleur s'en vient. Sur ce, je vous remercie infiniment et il y a du vin, il y a de la bouffe. Alors, vous pouvez tous me parler, je suis là. Ceux qui veulent mon cellulaire, je ne le cache pas, 514-574-1781. C'est le même numéro depuis 25 ans, 514-574-1781. Par email, c'est facile, c'est les derniers chiffres, il n'y a pas le code régional. 574-1781 en commercial gmail.com. Merci à tous.